Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie toujours pour les secondes. Et dans cette vidéo là en physique-chimie pour les secondes, nous allons tout simplement ici parler de l'identification physique d'une espèce. Ok, donc on a une espèce chimique et ici on va voir comment on peut l'identifier de façon physique. C'est-à-dire en gros sans détériorer, sans casser l'espèce, ok, sans la détériorer. Ok. Alors, deux manières d'identifier une espèce chimique de façon physique. On a la première façon donc avec les températures de changement d'état. Et la seconde façon qui est bien mieux avec en fait la masse volumique. Voilà. Donc c'est parti mon kiki, on va commencer par les températures de changement d'état. Ok. Alors les températures de changement d'état, il faut savoir qu'à pression constante, en fait les températures de changement d'état sont stables. Ok. Elles sont stables, elles ne varient pas. Et dans ce cas-là, pour les corps purs, on va tout simplement observer finalement que quand on a pression constante, que les températures de changement d'état ne varient pas, qu'elles sont donc stables, et donc on va observer ce qu'on appelle un palier. Ok, voilà. Alors un palier c'est ceci, en fait c'est une zone, hein, c'est une zone, donc une zone de temps sur laquelle la température va rester identique, ok, pendant un certain temps, jusqu'à devoir diminuer, décroître, ou jusqu'à devoir augmenter. Ça dépend de quel état on parle, ok. Par exemple, dans le cas d'une fusion, ok, dans le cas de la fusion, on va avoir une augmentation. Ensuite, une stabilisation de la température durant un certain temps, ok, voilà. Donc là, on a un palier dans ce cas-là. Après, une réaugmentation des températures, ok, voilà. Ce qui est tout à fait logique, puisque là, on a affaire à ce qu'on appelle un palier, ok, voilà. Et toute espèce, tout corps pur, en fait, va posséder ce palier. En revanche, dans le cas du mélange, par exemple de l'eau salée, on ne va pas pouvoir observer ce magnifique palier, hein. Ça va directement décroître, ok. On aura tendance à croire que ça veut vouloir, se stabiliser, mais non, pas du tout. Ça va en descendant. Il n'y a pas de, il n'y a pas de temps où la température va rester identique pendant un certain temps, ok. La température décroît au fur et à mesure, ok. Elle décroît toutes les ondes limites. Il ne faut pas croire également dans certains cas, lorsqu'on veut faire une fusion, une vaporisation, en fait, quand on veut faire des augmentations de température, ok, et justement, pareil, dans le cas d'un mélange, tout simplement, votre température, quand elle va changer d'état, elle va augmenter, et ça sans se stabiliser. C'est ce qu'on peut voir sur l'exemple qui est affiché, ok, voilà. Et du coup, chaque espèce chimique, et notamment chaque corps pur, va posséder sa propre température de changement d'état, ok, qui lui est propre. Et donc, ça va constituer en partie la carte d'identité de cette espèce chimique, ok. Alors du coup, pour parler de température, en général en physique-chimie, on va utiliser un nouveau symbole. Je vais vous l'introduire. Voilà, c'est un petit O avec une barre. On appelle ça θ en physique-chimie, ok, θ. Ça c'est θ. Et donc, θ, c'est pour la température, en fait, ok. Donc, par exemple, θ fusion, dans le cas, tout simplement, de l'eau, lorsqu'on est à une pression de 1013 hectopascal, c'est tout simplement de 0 degré. Ok, la fusion de l'eau, elle se passe à 0 degré. Ok. Également, par exemple, la vaporisation de l'eau, ok, θ vapeur, lorsqu'on a une pression qui est égale à toujours à 1013 hectopascal, donc la pression normale, et dans ce cas-là, la θ vapeur va tout simplement être égale à 100 degrés. Ok, voilà. Dans le cas de l'eau, bien évidemment, je précise. Voilà. Alors, bien évidemment, également, les températures de changement d'état vont varier en fonction de la pression. Ok, c'est la pression qui va faire varier en fait ces températures de changement d'état. À la montagne, on va pas avoir exactement les mêmes températures de changement d'état que si on est que si par exemple on est en ville. Ok, puisque à la montagne il y aura moins de pression, donc en effet à la montagne, du fait que l'altitude soit élevée. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on augmente en altitude, et donc plus la pression diminue. C'est-à-dire, par exemple, dans les fosses, ok, dans les mers très très profondes, dans les abysses, on aura une pression très très forte qui va peser. Tandis que plus on va augmenter en altitude, et donc plus la pression va diminuer. Et donc en montagne, il y aura moins de pression qu'en ville. Et de même, la température de changement d'état sera donc par conséquent différente de celle que l'on connaît nous en ville, ok, puisque l'altitude est plus élevée. En l'occurrence, elle sera moins élevée, la température de changement d'état, la température d'ébullition, elle sera inférieure à 100 degrés. Et encore une fois, dans l'espace, pareil,
on va pas avoir exactement, tout simplement, les mêmes températures de changement d'état que, tout simplement sur Terre. Ok, voilà. Et même dans les, par exemple aussi quand vous êtes, je sais pas, en vacances dans les déserts, on n'a pas les mêmes pressions non plus. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que ça va varier en mesure. Donc ça, c'est la première façon d'identifier une espèce chimique. Donc là, du coup, je vais vous montrer un exemple de courbe. Donc voilà, on a deux courbes de changement d'état. Je vous ai tracé la courbe de changement d'état, par exemple, de l'eau pure et de l'eau, de l'eau salée. Et on peut constater une chose qui est évidente, c'est que dans le cas de l'eau pure, on va observer un palier de température, c'est-à-dire une durée dans laquelle la température va rester constante jusqu'à à nouveau décroître. Tandis que dans le cas de l'eau salée, on va constater finalement que la température va diminuer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et il n'y aura pas de phase, entre guillemets, où on va stabiliser au niveau des températures pour redescendre encore. Okay, ça va descendre vraiment d'un coup. Okay, donc ça, c'est bon à savoir, même pour la vie de tous les jours. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, faire refroidir de l'eau, et c'est plus rapide de faire refroidir de l'eau salée plutôt que de l'eau pure, ok, ou de l'eau distillée aussi. Alors, deuxième des choses, oui, ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo là-dessus où je vais rentrer plus en détail au niveau application numérique. Mais donc, deuxième manière d'identifier un corps pur, ça va être tout simplement la masse volumique. Alors, du coup, oui, la masse volumique, on en a déjà parlé en troisième. Mais donc, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement la masse de 1 mètre cube de matière. Autrement dit, si je vais vous définir ça par une relation, la masse volumique, on la définit par la relation suivante, c'est-à-dire ρ. Donc, le ρ, c'est l'espèce de lettre P, mais légèrement penchée. Donc, ρ est égal à m sur v. Okay, m, la masse, v, le volume, et ρ, la masse volumique. Donc, dans le cas des unités classiques, des unités du système international, dans ce cas-là, la masse, elle est exprimée en kilogrammes. Le volume, lui, est exprimé en mètres cubes. Et dans ce cas-là, la masse volumique est exprimée tout simplement en kilogrammes par mètre cube. Okay, alors, soit vous le notez kilogramme slash mètre cube, ou bien également, on peut le noter de la façon suivante. Kilogramme, point, mètre, exposant moins 3. Ok, en fait, c'est du kilogramme que tu vas multiplier par 1 sur ton volume en question. Ok, par 1 sur m exposant 3. Ok, voilà. Donc ça, pareil, je reprendrai le temps dans une vidéo, on va dire, rappel de cours, de vous expliquer dans le détail pourquoi on a deux notations. Ok, parce que là, bon, on va pas rentrer dans les détails. Là, c'est juste pour vous montrer qu'une espèce chimique, on peut l'identifier par masse volumique. Mais il faut savoir que je rentrerai dans les détails dans une vidéo, on va dire, révision, et une autre vidéo également d'application. Donc, ça c'est pour la relation, donc de la masse volumique. Mais également pour les unités, on peut utiliser d'autres unités, telles que par exemple le kilogramme par centimètre cube, le gramme par centimètre cube, ou bien le gramme par millilitre, le kilogramme par litre, etc. etc. Alors du coup, là pareil, au niveau des unités, il y aura une vidéo aussi où on va s'entraîner à passer d'une unité à une autre. Parce que là, c'est vrai que dans cette vidéo-là, si je vous parle de passage d'une unité à une autre, vous n'allez pas trop comprendre. Donc dans ce cas-là, je réserverai dans une vidéo une petite partie où on parlera de conversion. Ok. Alors, quelques espèces quand même au niveau des masses volumiques. Donc quelques espèces chimiques ainsi que leur masse volumique. Si je vous prends l'eau, par exemple, c'est 1 gramme par centimètre cube à une température de 4 degrés. Si je vous prends le cuivre, la masse volumique est tout simplement de 8,96 grammes par centimètre cube à 20 degrés. Et si je vous prends l'air, la masse volumique de l'air, c'est tout simplement 1,292 grammes par litre à 0 degré. Ok, voilà. Alors, ce qui peut vous être utile également pour les calculs, ça va être tout simplement les volumes. Parce que oui, la plupart du temps, je vous ai dit dans la relation de la masse volumique, on va diviser masse par un volume. Donc la masse, c'est très simple, vous la mesurez. Mais le volume, il y a deux solutions. Soit vous le mesurez avec l'épreuve graduée, voilà. Ou soit, éventuellement, vous pouvez calculer avec des relations mathématiques, si ce sont des formes géométriques. Dans ce cas, je vous redonne quelques relations mathématiques de volume. Voilà, volume. Donc, volume, par exemple, d'un cube, c'est côté exposant 3. Ok, c'est côté fois côté fois côté. Le volume d'un parallélépipède rectangle ou bien pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Si on prend le volume d'un prisme droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Si je prends le volume d'un cylindre de révolution, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. Autrement dit, donc c'est pi r au carré fois h. Après, donc si on prend le volume d'une pyramide, c'est 1 tiers multiplié par
l'aire de la base fois la hauteur, ou bien r de la base fois la hauteur divisé par 3. Ok. Et enfin, dans le cas du cône de révolution, ça va être donc 1 tiers multiplié par l'aire de la base fois la hauteur, ou bien 1 tiers de pi r au carré fois la hauteur. Ou bien encore, on peut l'exprimer de cette façon-là, c'est-à-dire r de la base fois la hauteur divisé par 3. Ok. Quand on multiplie par 1 tiers ou bien quand on divise par 3, en fait, ça revient même. Et enfin, dernière des choses plutôt, le volume d'une boule, ok, puisqu'on parle du volume d'une boule, l'aire d'une sphère et donc le volume d'une boule, c'est 4 tiers de pi r au cube, ok, voilà volume. Voilà, donc ça c'est toutes les formules que vous aurez besoin, par exemple pour faire des calculs de volume, ok, si vous avez des formes géométriques. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc comme promis, vous aurez des vidéos d'application sur tout ça, ok, sur les conversions, sur les calculs, ainsi de suite. Voilà, là, je vous ai présenté un petit peu, on va dire, l'identification physique, mais vous aurez des vidéos d'application, ne vous inquiétez pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.